Dans cet atelier organisé par la commission Enseignement supérieur et recherche d'Europe Écologie Les Verts et Les Vertes. Je m'appelle Raphaël Rémy-Leleu, on vous accueille ici avec Olivier Sau, qui est le co-responsable de la commission. Et si vous êtes là dans cette chaleur pesante, c'est que vous avez été attiré par le titre de notre atelier « Gouverner avec la science, une exigence écologiste », ou bien peut-être par le nom de nos deux intervenantes, Sandrine Rousseau et Johanna Roquet, qui vont m'aider à revoir avec vous un peu quelques points de débat, de doute, d'âpres discussions dans la famille écologiste pour essayer de refaire ce point sur notre rapport à la science et peut-être tordre le cou à certaines idées reçues. Donc je vais d'abord proposer à nos deux intervenantes de se présenter et ensuite on aura quelques questions à mettre en débat, puis on fera une pause car il fait chaud et je pense que vous serez ravis au bout d'une grosse demi-heure de discussion d'aller pouvoir vous rafraîchir et prendre un peu d'eau. Et après on fera des échanges avec la salle. Je vous en prie, si vous pouvez vous présenter. Alors du coup, Johanna Roquet, je suis militante EELV à Toulouse et je travaille dans l'administration de la recherche depuis 6 ans. J'accompagne les chercheurs notamment dans la construction de leur collaboration de recherche, c'est pour ça que je suis là. Sandrine Rousseau, je suis députée d'Europe Écologie Les Verts de Paris, 13e. Ouais. Ils sont 3. Et avant d'être députée, j'étais enseignante chercheuse en économie et j'ai été aussi vice-présidente du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais en charge de la recherche, ce qui du coup me donne une vision un peu multifocale des politiques de recherche. Absolument, c'est pour ça qu'on a beaucoup de chance de vous avoir avec nous. Pendant des années, la commission Enseignement supérieur et recherche de EELV était un peu mise en sommeil. Et c'était concomitant avec une réputation qu'on finissait par avoir dans les milieux scientifiques qui n'était pas très bonne. Donc on a essayé de remettre tout ça d'aplomb en organisant d'abord le dépôt et le vote d'une motion sur le débat public rationnel, en défendant les libertés académiques. L'année dernière, on avait organisé un atelier sur la casse du service public d'enseignement supérieur. Et là, assez logiquement, on a voulu se poser la question: quel est le lien des écologistes dans leur vie de tous les jours, dans leur pratique politique et dans le débat politique avec la science? Du coup, c'est ma première question, qui n'est pas petite, je sais. C'est d'après vous, mesdames, à quoi on en est aujourd'hui dans la perception collective du lien des écolos avec la science ou même avec la communauté scientifique? Ah, ça c'est génial, quand vous faites un atelier qu'entre meufs, elles sont là. Mais vas-y, chante. Alors du coup, j'ai pas mal réfléchi à cette question que je m'étais jamais vraiment posée avant d'envisager cet atelier, même si je travaille au milieu d'enseignants, chercheuses et chercheurs, et que je suis militante écolo. Je m'étais jamais vraiment posé la question de qu'est-ce qu'ils pensent de mon militantisme finalement. En fait, aujourd'hui, je travaille surtout avec des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses en sciences humaines et sociales, donc en SHS. Et en y réfléchissant, je pense que pour pas mal, ils et elles se disent, ou en tout cas c'est peut-être ce que moi je me dis, qu'on a surtout des problématiques communes en fait entre les écolos et les scientifiques de sciences humaines et sociales. D'abord peut-être la difficulté d'atteindre notre public avec un discours qui est des fois peut-être un peu trop complexe, qu'on a du mal à adresser aux bonnes personnes au bon moment, qui est repris de façon parfois de façon tronquée. Peut-être une autre remarque que eux ne se font pas, mais qu'en tout cas moi je me fais en travaillant avec des chercheurs, des scientifiques des sciences humaines et sociales, c'est que parmi les sciences, eux sont souvent les moins bien dotés financièrement, un peu comme nous. Donc c'est ce qui nous fait un deuxième point commun. Et un troisième point commun que je note, c'est une tendance finalement à sortir du cadre aussi, avec ces chercheurs de sciences humaines et sociales, qui parfois ont du mal à se faire entendre quand c'est à l'intérieur de collectifs scientifiques plus larges, ne sont pas toujours très bien considérés par les collègues de sciences dites dures notamment, un peu de la même façon que nous, quand on est dans des sphères politiques, on nous regarde un peu de travers et on ne nous considère pas toujours comme très légitimes.
Ok. Alors, moi, il y a deux éléments de réponse à cette question. Le premier élément de réponse, c'est de dire que là, on est dans un moment scientifique. C'est-à-dire, on est dans un moment où la science est importante pour éclairer les choix que nous avons à faire en matière de politique. C'est aussi un moment où, quelque part, c'est la grande revanche des sciences, puisque depuis les années 70 et même avant, les scientifiques nous alertaient sur le réchauffement climatique, et que là, nous y sommes. Et qu'en fait, il y a cette idée qu'on a beaucoup dans la politique et auquel moi, je fais beaucoup face, qui est qu'on me dit « mais vous n'êtes pas rationnel, par exemple », alors même que, en fait, quand on parle de rationalité, on renvoie à une rationalité économique, à une rationalité d'ingénieur, mais pas à la science telle qu'elle est faite, par exemple, par le GIEC. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez troublant parce que on est dans ce moment où les scientifiques disent des choses et où, en fait, on fait comme si cette science-là était irrationnelle parce que les ingénieurs ou les économistes, mais pas les chercheurs en économie, les économistes de plateau de télé, j'ai envie de dire, ont plus raison dans leur rationalité que la science qui est posée. Bon, maintenant, le deuxième élément de réponse, c'est que là, moi, j'ai été au cœur d'une polémique sur les 60 degrés. C'est-à-dire, j'ai dit, il va faire 60 degrés en Espagne. Et on m'a dit, oui, mais c'est au sol. Et là, j'ai eu des discussions hyper intéressantes avec des scientifiques du GIEC. J'ai passé mon week-end là-dessus, où ils me disaient, oui, mais on ne peut pas communiquer comme ça, parce que si vous dites il fait 60 degrés et que vous ne précisez pas que c'est au sol alors que c'est au sol, eh bien, vous démonétisez la science et les résultats scientifiques. Ce à quoi je leur ai répondu, en fait, le problème que l'on a, c'est que les données scientifiques, on les a depuis, encore une fois, depuis les années 70 et même encore avant, mais au moins de manière très forte depuis les années 70. On les a toutes. Et j'ai passé une partie de mes vacances à me replonger dans les écrits scientifiques des années 70 et c'est très troublant à quel point on avait absolument toutes les données dès les années 70. Et donc en fait la question ça n'est pas tant le résultat scientifique en quelque sorte que l'accompagnement du changement. Et ce qu'il nous manque aujourd'hui dans la science, c'est les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire les sciences du comportement, les sciences de la société, les sciences des dynamiques voilà, en fonction de qui on est, comment on s'adapte au changement, comment on est capable de l'entendre, comment on est capable d'accepter les discours, etc. Et ça, moi, le reproche que je ferais et au GIEC qui a quand même commencé à l'intégrer, mais plus généralement aux scientifiques qui s'expriment dans le débat politique, parce qu'aujourd'hui les scientifiques s'expriment dans le débat politique, ou du moins dans le débat public, c'est que les scientifiques renvoient toujours à des données qui sont très importantes pour documenter la situation dans laquelle nous sommes, mais qui ne suffisent pas à changer les comportements. Et aujourd'hui, nous avons absolument besoin de l'afflux massif des sciences humaines et sociales pour nous aider à changer le comportement. Et bizarrement, comme tu le disais, c'est les sciences qui sont les moins dotées aujourd'hui en termes d'argent, et c'est les sciences qui sont aussi le moins valorisées. Et j'ajoute un dernier mot pour dire que ce sont aussi les sciences qui sont le plus critiqués au titre d'un débat intellectuel qui serait partisan. Et ça, c'est aussi intéressant à analyser parce qu'on voit monter là depuis quelques années, ce qui monte énormément aux États-Unis, c'est le fait qu'il y aurait des wokistes versus des anti-wokistes dans les universités. Et j'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé dans les années 70 dans les universités. Eh bien, on était exactement dans la même situation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal d'universités françaises qui ont même splitté, qui ont explosé sous les controverses scientifiques des sciences humaines et sociales qui accompagnaient ou pas le changement et la révolution douce que l'on a connue dans les années 70. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il va falloir regarder en face, c'est que je pense qu'aujourd'hui, là, dans la situation dans laquelle nous sommes, ça va se tendre à l'université. Ça va se tendre sur le débat scientifique, non pas tant sur la mesure du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité et toutes les données physiques que l'on peut collecter et que l'on peut trouver. C'est pas la température du Groenland, pour le dire de manière caricaturale, qui va être au centre des sujets. Ça va être les sciences humaines et sociales d'accompagnement de ce changement. Et je pense qu'il va nous falloir, nous politiques, non seulement soutenir les sciences humaines et sociales,
mais aussi y être beaucoup plus à l'écoute que nous ne le sommes, parce que finalement, je trouve que autant nous sommes dans une forme de respect vis-à-vis des sciences dures, dites dures en tous les cas, ou des sciences exactes, dès qu'il s'agit de climat, mais nous sommes de la part des sciences humaines et sociales, nous sommes souvent dans l'attente qu'ils valident les discours que nous portons ou qu'ils valident les politiques publiques que nous menons, alors même que ces sciences humaines et sociales devraient au contraire être, exactement comme les sciences exactes, des outils à notre disposition pour voir comment mieux agir. Et ça, aujourd'hui, en tant que députée, eh bien, ça me manque considérablement. Voilà. Donc on va voir que dans votre pratique quotidienne, qu'elle soit politique ou professionnelle, vous avez un rapport à la science, mais vous aussi, dans la salle. Donc on va faire une petite série de questions auxquelles je vous invite à répondre à main levée. Qui ici a écouté, vu ou lu un ou une scientifique cette semaine? Dans les actualités, à la radio, à la télé, une parole scientifique. Ok, donc une très large majorité. Qui ici se considère comme un ou une scientifique? J'allais dire, si Olivier, toi tu lèves pas la main, je ne sais pas qui le fait. D'accord. Qui ici a fait des études supérieures? L'année prochaine, on fait un atelier sur la sociologie du parti. Qui ici a fait des études supérieures dans le secteur des sciences humaines et sociales? Ok. Dans le secteur ingénieur, pour le dire vite. L'autre moitié, d'accord. Je vérifie tout de même chez des agronomes particulièrement ou des biologistes. Voilà, on a quand même. Ok. Qui ici a déjà participé à une conférence écologiste sur la science? Celle d'aujourd'hui ne comptant pas. Conférence de EELV ou... De EELV qui porte sur la science. Ah, 2 EELV? Ouais. Ah non. De EELV qui porte sur la science. Ok. Non mais vous allez voir, on va faire des efforts. Qui ici... Alors j'essaie de me rappeler de la dernière question, pardon. Et qui ici... Non, il n'y en avait plus. Donc juste une dernière. Ah non, voilà, si. Qui ici a une idée de quel est le projet écologiste vis-à-vis de l'enseignement supérieur et de la recherche? Il a tout lu. Il n'y a que les personnes qui ont écrit ces parties-là qui lèvent la main, fort bien. Et donc la dernière question, qui ici est adhérent ou adhérente de la commission enseignement supérieur et recherche? Qui ici est adhérent ou adhérente de la commission enseignement supérieur et recherche? Comment? Un jour de cotisation. Non, t'inquiète. Ça vous donne quand même une idée de la différence et du fossé qu'on a à combler entre la place de la science dans notre quotidien et dans notre pratique politique interne. Heureusement, elles ont plein de réponses à apporter à ce sujet. Monsieur. Et du coup, je vais d'abord demander à Sandrine, en tant que... voilà, ça m'apprendra à rigoler. Je vais d'abord te demander quelle est toi aujourd'hui, surtout en tant que députée, parce que sinon, en tant que vice-présidente d'université, en tant qu'enseignante-chercheur, tu avais bien sûr un rapport à la science très immédiat et direct à chaque heure du jour, voire de la nuit. Mais en tant que députée, quel est ton rapport, voire ton usage de la science dans ton mandat? Eh ben, je n'ai jamais aussi peu vu de scientifique que depuis que je suis députée. Bon, en même temps, avant, j'étais dans une université, donc c'était facile aux rues, aux rues j'en voyais. Mais là, c'est assez troublant de voir à quel point les sciences, précisément, n'entrent pas dans l'Assemblée. Alors après, les sciences de l'ingénieur rentrent dans l'Assemblée. Et ça, vraiment. Et moi, je pense que... Mais ça, si vous me laissez une minute, juste pour dire que les 30 Glorieuses et le système de développement, le modèle de développement qu'on a eu depuis l'après-guerre est un modèle de développement où l'ingénieur est roi. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des techniques, ce sont des technologies, c'est de la productivité, et donc, c'est des travaux, donc en fait, des infrastructures. Donc, c'est la science de l'ingénieur. Mais en fait, là, on a un truc de bascule à faire pour lâcher un peu la science de l'ingénieur pour aller vers les sciences d'une manière générale. Et ça,
dans l'Assemblée, si je parle depuis le point de vue de député, j'ai vu plein d'ingénieurs, j'ai vu plein de sciences de l'ingénieur, on m'a dit plein de choses sur comment fallait construire une centrale nucléaire, comment fallait construire des routes, des aéroports ou pas des aéroports, qu'il fallait faire des méga-bassines, etc. ou pas. Voilà, donc tout ça c'est de la science de l'ingénieur, ça il y en a plein. Par contre, par exemple, si on prend un débat comme les méga-bassines, je n'ai jamais vu un hydrologue, et c'est la seule que j'ai vue, c'est moi qui l'ai appelée pour qu'on déjeune ensemble et qu'elle me parle. Et en fait, ça, c'est quand même assez troublant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de construire, ça, beaucoup, de bâtir, de mettre du béton, ça, vraiment beaucoup. Après, des scientifiques, des flux d'eau, du cycle de l'eau, etc., tout ça, je n'en ai pas vu. Et c'est vrai pour ça, c'est vrai pour l'énergie. Par exemple, l'énergie, on a eu moult ingénieurs qui nous ont expliqué comment on construisait un EPR, une centrale, comment on construisait une éolienne, quel était le rapport et l'efficacité relative de l'éolienne, etc. Tout ça très bien, mais on n'a pas eu de scientifiques sur je sais pas moi, les ressources fossiles, l'énergie, les flux d'énergie, les trucs géochimiques, enfin, j'en sais rien, mais voilà, tout ça on n'a jamais eu. Et donc ça c'est vraiment très troublant, et moi qui viens des sciences, moi qui suis économiste et qui vient quand même d'une recherche plutôt fondamentale, ça m'a beaucoup troublée parce qu'en fait il y a quelque chose que les ingénieurs tiennent très fortement par rapport aux scientifiques autres, c'est que les ingénieurs parlent souvent de bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de bon sens et de solidité. On va vous construire quelque chose de bon sens et de solidité. Qui dirait non à ça en fait? On va vous construire quelque chose de bon sens et de solidité, bah tu dis oui, voilà, ça va coûter tant. Bon bah d'accord, mais si c'est de bon sens et de solidité, voilà. Alors qu'en fait, les scientifiques parlent de doute, parlent d'hypothèses, parlent de choses qui ne sont pas certaines, qui peuvent arriver, qui sont probables, etc. Et en fait, ce discours-là de l'incertain, ce discours-là du doute, ce discours-là de l'expérimentation et aussi quelque part d'une forme d'humilité par rapport à l'objet de nos recherches, eh bien ce discours-là de l'humilité vis-à-vis de l'objet planète, par exemple, n'entre pas dans l'Assemblée. Et je pense que dans la révolution copernicienne que nous avons à faire, et j'utilise évidemment ce terme à dessein, c'est que nous avons à réinstaller le doute dans la science et non plus les sciences de l'ingénieur qui, eux, savent tout de comment on construit un pont. Alors, on n'avait pas prévu de faire des questions tout de suite, mais comme nous sommes avec deux intervenantes qui donc font plus que respecter leur temps, ont des interventions plus courtes encore que leur temps. Oui, mais du coup, on n'a pas parlé. Mais on peut prendre déjà 3 questions là si vous le souhaitez, mais sur un temps réduit jusqu'à 30. Comme ça, ensuite, Johanna parle. On pourra faire pareil avec Johanna, on a du temps pour le débat. Donc, je vous propose de prendre 3 questions. Ici, Mathieu, monsieur là, et je vais en prendre une 4e pour être paritaire. Et donc, madame là, désolée pour les autres, on va essayer de... C'est pour prolonger ce que disait Sandrine justement sur les députés. Moi, je suis présidente d'une association et on travaille pour l'accompagnement de la transition vers une recherche sans animaux, sans utilisation d'animaux. Et donc, il s'avère que quand on fait des démarches envers les députés, les sénateurs, déjà on se rend compte que la plupart d'entre eux, en fait, ils connaissent rien aux méthodes, aux alternatives, etc. Mais plus précisément, je voulais parler de l'OPEX, de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, qui réunissent donc 36 parlementaires, donc 18 députés et 18 sénateurs. Et dans ces parlementaires-là, il y a très peu de personnes, effectivement, qui sont vraiment dans le secteur de la... Enfin, d'ailleurs, je dis très peu, je les ai pas comptés, mais à mon avis, il y en a même pas du tout. Alors, il y a quelques médecins, mais dans la recherche, entre autres, sur les sciences du vivant, puisque nous, c'est ce qui nous intéresse avec notre association, on n'a pas trouvé, quoi. Donc, ça, c'était un peu... D'ailleurs, c'était pas tant une question que plutôt un renforcement de ce que venait de dire Sandrine. Et j'étais très étonnée que l'OPEX, je suis allée à l'anniversaire des 40... ils ont fêté l'anniversaire des 40 ans de l'OPEX et eux-mêmes, les parlementaires qui étaient présents, ont reconnu qu'il y avait vraiment au niveau des élus nationaux une vraie carence en termes de science, enfin dans le sens de la recherche, ce que tu disais en fait. Donc
Voilà, c'était plus un retour d'expérience en tant que, voilà, que militante, on va dire. Voilà. Et j'en profite pour dire que si je ne m'abuse, c'est DCJDE qui a donc un atelier, une réflexion de la commission conditions animales. Oui, je suis aussi membre de la commission conditions animales et je suis référente sur cette question. Voilà, comment faire évoluer l'expérimentation. Et ça tombe bien parce que la commission enseignement supérieur et recherche avait eu la même idée. Donc on vous promet que bientôt on fera un truc ensemble là-dessus. Mais de toute façon, je vous promets autre chose, c'est que je vais adhérer à la commission recherche. Magnifique. Pour amener aussi ma petite goutte d'eau. Alors, il y avait Mathieu ici, ensuite Monsieur là, j'avais dit, et ensuite Madame là. J'ai l'impression que cette institution d'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques est marquée d'un certain imaginaire qui est peut-être aussi, lui, l'ATC. Il faut aller évaluer est-ce que la nation est en train de se diriger dans les bonnes orientations techniques qui vont lui assurer sa puissance, sa souveraineté, je ne sais quoi. Est-ce que il y a des transformations à amener dans ça, dans les institutions parlementaires, typiquement dans l'OPEX, et quelles peuvent-elles être pour donner une autre place à la science dans le Parlement? Je suis dans un domaine où on a l'hypercomplexité. Je suis dans la partie finalement des interactions entre molécules. On essaie de comprendre, mais c'est hyper complexe. Et on voit toutes les problématiques maintenant deviennent de plus en plus complexes. Finalement, les ingénieurs, ils ne peuvent pas non plus savoir tout ce qui se passe sur un téléphone. Enfin, plein d'applications comme ça. Et pour lever après le doute, il faut créer ce doute. Et après, je pense qu'il faut qu'il y ait de l'éthique et puis des décisions citoyennes. Voilà, c'est pas nous les scientifiques, les ingénieurs de tout décider, c'est au peuple. Et il y a ces conventions citoyennes qui sont aussi proposées par Sciences Citoyennes, l'association qui est pas mal, voilà, aussi. Mais voilà, il faut vraiment ouvrir le débat à ça parce que cette hypercomplexité, c'est un poison à mon avis. Pardon. Ne t'excuse pas. Et, même si tu n'avais pas été scientifique, la parole était la tienne. Je suis aussi scientifique, universitaire, et je pense qu'en France notamment, il y a une grosse différence entre les personnes qui suivent des carrières d'ingénieurs ou des grandes écoles, notamment les mines, etc., et les gens qui font l'université. Et je pense que le doute, il est plus du côté des universitaires que de ces gens-là, qui sont vraiment dans un moule, qui ont une carrière, qui ont à peu près tous le même parcours, qui pensent tous la même chose, alors que l'université est beaucoup plus diverse, à mon avis, en tout cas moi de ce que je vis, puisque je suis universitaire, diverses là-dedans. Et je suis toujours un peu gênée qu'on fasse l'amalgame entre les ingénieurs qui pour moi ne réfléchissent pas de la même façon que quelqu'un qui est universitaire ou scientifique. Et à ce propos, il y a quand même une association qui s'appelle l'Atécopole, qui est sur Toulouse et sur Marseille, donc moi je suis à Marseille, et qui est en fait un groupe de scientifiques universitaires pluridisciplinaires et qui réfléchissent à toutes ces questions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on amène la science à réfléchir au bouleversement climatique, à changer nos comportements à l'intérieur des labos par rapport, par exemple, au développement durable, si on peut dire, voilà, mais aussi qui réfléchissent aux questions de comment est-ce qu'on transmet ça à la société ou au grand public, qui bien souvent n'a comme source d'information que les chaînes d'infos et qui sont très réducteurs dans leur message, en fait. Et je pense que ça serait très intéressant de travailler avec eux, parce qu'ils ont vraiment cette démarche-là, en fait. Voilà. Et ça couvre à la fois les sciences et les sciences humaines. En philosophie des sciences, c'est Karl Popper qui essaye de définir les critères de la scientificité. Et parmi ceux-là, il y a le fait d'accepter le doute et qu'une hypothèse peut être réfutée. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire vivre dans le débat public. La reconnaissance du doute, voire même de l'erreur, parce qu'on essaye des choses et parfois ça ne marche pas, ou parce qu'on n'avait pas l'ensemble des informations. Et sur ce que vous venez de dire, c'est vrai qu'il y a la structuration de l'enseignement supérieur en France. Dans ce parti, comme dans beaucoup de mouvements, on plaide pour une réunification de l'enseignement supérieur, pour en faire un vrai service public, et pour casser les mécanismes corporatistes qui lient les intérêts économiques, les structures de politique publique et certains types de formations. On voit que c'est vrai que ça pèse beaucoup sur la possibilité d'un débat même sur certains dogmes et sur certains choix. Sur le doute, c'est que, en fait, bon, déjà, je partage l'idée que les ingénieurs, ils sont passés souvent par des classes prépa, puis par des écoles, et donc ils arrivent après avec leur diplôme d'ingénieur, donc ils n'ont pas été forcément tant confrontés que ça à la recherche. Alors maintenant, ça se développe quand même un peu plus, mais avant, c'était pas si flagrant que ça. Et puis, surtout, ils sont très habités du fait qu'ils sont l'élite de la nation, quoi. C'est-à-dire que c'est les meilleurs, etc. Bon. Et donc, ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre aussi d'une construction sociologique de ces ingénieurs, qui après, par ailleurs, ont des comportements d'entraide des communautaristes extrêmement importants, hein. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se nier là-dessus. Et sur le doute, je trouve que
pour moi, c'est presque une bataille culturelle à avoir. C'est-à-dire qu'en fait, l'ingénieur, il parle au politique. Pourquoi? Parce que le politique, il a envie d'avoir une solution. C'est-à-dire qu'en fait, le politique, c'est ultra facile de dire, voilà, j'ai trouvé votre solution, donc je fais tel amendement, je pose tel amendement, ou je construis tel pont, ou je sais pas quoi. Et puis voilà, j'ai la solution. Le nucléaire, pour moi, c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'on a la solution, c'est les EPR. Et du coup, ça renvoie à une espèce de toute puissance que le politique essaye aussi de mettre en place dans le débat politique. Et les deux se répondent. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'affinités, je pense, entre ces deux mondes-là. Et la révolution culturelle, à mon sens, que nous avons à faire, nous, politiques, mais aussi dans le monde scientifique, c'est de faire en sorte que ce soit les scientifiques et le doute scientifique et la rigueur scientifique qui renvoie au discours politique. C'est-à-dire, par exemple, émettre un doute dans le monde politique, c'est compliqué. Dire je ne sais pas, ou peut-être que là j'ai un doute sur quelque chose, c'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement difficile à poser dans le débat politique. Et peut-être que nous avons aussi une responsabilité à poser le doute comme un élément politique pour que ça renvoie comme en écho au doute scientifique et que du coup les scientifiques prennent un peu le devant sur les ingénieurs dans la période qui arrive. Et ça, honnêtement, je ne me l'étais pas formulé comme ça avant de venir dans cet atelier, mais merci pour ces questions, puisque du coup, je pense que c'est quelque chose à réfléchir pour faire avancer le débat. Merci beaucoup, et en plus ça fait une très belle transition vers Johanna, puisque l'une des questions qui se posent pour nous, c'est celle presque de l'aide à la décision. On dit que la science doit aider à la décision des politiques. Le problème, ça peut être quand un certain type de science remplace la décision politique, ce que tu évoquais aussi tout à l'heure. Et Johanna, du coup, comment on fait le lien entre la politique publique, celle qu'on applique vraiment, et la science? En plus, je reprécise pour celles et ceux qui n'étaient peut-être pas là au début, qui n'ont pas entendu, Johanna vient de Toulouse, et c'est aussi une ville universitaire. On ne fait pas de la science de manière tout à fait éthérée. La science s'inscrit aussi dans un territoire. Il y a des dynamiques politiques de territoire, et donc tu peux nous en parler, s'il te plaît. C'est aussi une ville d'ingénieurs, pour le coup. Absolument. Alors, sur la recherche et les politiques publiques, en fait, d'un point de vue institutionnel, aujourd'hui, c'est un peu un angle mort en termes de collaboration. Je dis pas que ça n'existe pas, et je vous expliquerai en quoi, mais d'abord, aujourd'hui, les établissements, quand ils accompagnent les chercheurs pour sortir de leur laboratoire, pour faire des thématiques sciences et société, si je caricature, on a deux pans. On a un pan d'abord orienté, on va dire, vulgarisation, diffusion des savoirs, sur lequel on va accompagner les chercheurs et les chercheuses pour rédiger, pour s'adresser à différents publics, etc. Et un pan plutôt valorisation économique, où là, on va encourager les chercheuses et les chercheurs à monter des collaborations avec des partenaires privés, notamment pour faire de la recherche de financement, mais aussi pour transférer les connaissances techniques, souvent, en fait, qui sortent de l'université et des centres de recherche pour aller vers, du coup, ce monde économique. Et en fait, le pan politique publique, qui serait un peu entre les deux, c'est un angle mort qui est valorisé en termes peut-être plus sociologiques que vraiment de carrière, mais qui n'est pas vraiment accompagné aujourd'hui dans les universités, notamment. Alors une fois que je dis ça, c'est pas vrai pour tous les centres pour tous les organismes de recherche. Par exemple, l'INRAE, l'organisme de recherche plutôt orienté agronomie, agriculture, qui a une grosse culture de conseil des politiques publiques. Eux, pour le coup, ils ont des formations qui dispensent aux enseignants, aux chercheurs et aux chercheuses pour les accompagner dans ce travail avec les politiques publiques. Cependant, ça existe quand même, ce travail, et ces échanges, ils existent entre chercheuses et chercheurs et acteurs des politiques publiques. Grosso modo, on a 3 grandes catégories d'interaction. On en a une qui va ressembler un peu à de la vulgarisation, on va dire, qui est plutôt de la production de contenu, des rédactions d'articles plus simplifiés qui vont avoir pour vocation d'essayer de s'adresser soit aux journalistes et après aux politiques publiques, soit directement aux politiques publiques. Ensuite, on a un autre format qui va être plutôt de l'ordre de l'expertise, soit de l'expertise en participant par exemple à des conseils, des comités de développement dans des mairies ou différents conseils dans lesquels on va inviter des chercheurs et des chercheuses
pour qu'ils fassent part de leurs connaissances, mais a priori pas trop l'Assemblée nationale. Ou alors d'un point de vue un peu plus économique, on va dire, avec des prestations où on va faire intervenir des chercheurs ou des chercheuses pour valider ou non des politiques publiques ou essayer de construire des méthodes pour trouver des solutions à des problèmes identifiés. Et le dernier format de lien entre politique publique et scientifique, pour moi, c'est un format plus collaboratif qui va là rassembler donc autour d'une question des scientifiques et des acteurs de la politique publique pour réfléchir à une nouvelle solution. Et alors, pour essayer de voir un peu comment est-ce que ça évolue, ces collaborations-là, je suis allée voir les chiffres des thèses CIFRE, qui sont un mécanisme de financement. En fait, l'ANRT, qui est une association qui reçoit directement du financement de l'État, donc en gros l'État va financer le salaire d'un doctorant ou d'une doctorante dans une institution ou dans une entreprise, qui va du coup travailler avec un laboratoire. Donc ces thèses CIFRE, typiquement, au départ, sont vraiment des outils faits pour et accaparés par les sciences dites dures. Et encore aujourd'hui, on a seulement 25% de ces doctorants et doctorantes particuliers qui ne sont pas ingénieurs. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a une évolution ces dernières années, particulièrement, là, ça a quasiment, par exemple, le nombre de thèses CIFRE en collectivité, donc une collaboration de recherche concrètement entre une collectivité et un laboratoire de recherche par l'embauche d'un doctorant ou d'une doctorante. Ces thèses-là, elles ont doublé, par exemple, en 2022 par rapport à 2021. Ça représente quand même que 5% de ce mécanisme, donc c'est quand même encore tout petit. Et à nouveau, c'est un mécanisme qui n'a pas forcément, au départ, vocation à s'adresser ni aux sciences humaines et sociales, ni aux collectivités, mais n'empêche, on voit une nette progression. Et notamment, en fait, dans cette progression, on s'aperçoit que la proportion... alors, comment tourner ma phrase, pardon. Dans ces thèses qui sont faites au sein de collectivités, il y en a une grosse partie qui sont en sciences humaines et sociales, en fait. Enfin, pas majoritairement, mais par rapport au nombre de thèses qu'on a en sciences humaines et sociales, en fait, une bonne partie se fait en collectivité, éventuellement en association. Une fois que j'ai dit ça, là, donc, je vous ai parlé d'un point de vue vraiment institutionnel. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se construit? Non. Avant de conclure ce point-là, pardon, je voulais simplement rajouter une chose, un point peut-être un peu de cynisme, pour dire que, effectivement, ces thèses en collectivité progressent. Je pense qu'on peut le voir comme un progrès. On peut aussi le voir d'un autre point de vue, qui est celui de... Enfin, notre gouvernement a un point de vue très utilitariste sur la recherche. La recherche doit servir à quelque chose. Et donc, quelque part, le fait de multiplier les thèses financées en sciences humaines et sociales au sein de collectivités, c'est aussi autant de thèses qui ne seront pas purement fondamentales. Et donc, quelque part, ça rassure un peu le gouvernement qui ne voit pas forcément toujours l'intérêt de financer de la science vraiment fondamentale. Et donc, si on sort de ce point de vue institutionnel et qu'on vient se mettre un peu plus dans la peau des scientifiques, en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives de nos scientifiques pour aller vers les acteurs des politiques publiques. C'est le cas effectivement de la Techopole qui vous a été présentée tout à l'heure et qui est du coup une initiative toulousaine, donc qu'on connaît bien, et qui a comme rôle en fait surtout qui se positionne comme voulant pousser des alertes. Par exemple, pendant la crise du Covid, pendant le premier confinement, ils ont fait des articles un peu retentissants pour parler de l'après-confinement et l'avenir aussi de l'aéronautique qui était clairement sur la sellette pendant ce confinement. Mais bon, je vous rassure, c'est bien reparti. Et puis pour toujours, hein, d'après Airbus. Et donc il y a ce rôle d'alerte et un rôle de formation. Donc notamment, ils viennent former des agents publics
sur les thématiques, ils viennent faire des fresques du climat ou des choses comme ça, avec des agents publics. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec l'invitation à dialoguer un peu plus avec ce type de groupe. C'est un peu plus difficile, en tant que militant ELV, parce que j'ai essayé, d'aller les chercher et de leur demander de participer à des groupes. Ils et elles sont assez réticents à se politiser, à être affichés comme étant en lien avec un parti, et puis même à s'inscrire dans une dynamique véritablement politique, enfin concrètement politique, je veux dire. Je ne veux pas dire que ce qu'ils font c'est pas politique, mais concrètement venir s'impliquer, notamment par exemple avec notre député local ou des choses comme ça, c'est pas forcément évident et on sent que c'est un sujet sur lequel ils et elles sont pas forcément à l'aise. Je voulais vous citer rapidement deux autres initiatives, une toulousaine et puis une autre qui est plus bordelaise, je fais pas complètement ma chauvine, pour vous montrer un peu ce qui existe et vous encourager éventuellement à vous renseigner sur ce qui existe autour de chez vous et qui peut permettre, mine de rien, de faire du lien ou ne serait-ce que d'aller lire ce que disent les scientifiques autour de chez vous, potentiellement sur votre territoire. Comme par exemple la Técopole pour Toulouse qui fait des écrits qui sont très intéressants pour notre politique locale. On a une organisation qu'on appelle le Lynx, nous à l'Université de Toulouse de Jean Jaurès, qui est encore toute petite, mais qui a vocation et qui essaye de pousser la coproduction de scientifiques avec les acteurs locaux, et qui par exemple en ce moment notamment travaille sur les différentes solidarités alimentaires qui ont eu lieu pendant le confinement dans les quartiers populaires à Toulouse, et qui essayent de co-construire et puis après de faire des événements qui sont ouverts du coup au public avec lequel ils ont co-construit. Et pour moi ce genre d'initiative pour un acteur politique c'est hyper riche, on y va, on sait tout ce qui s'est passé en termes de solidarité alimentaire pendant le confinement. C'est l'occasion de rencontrer aussi des acteurs locaux, donc on a des initiatives comme ça très riches à Toulouse. Et puis je conclurai en vous parlant des ateliers Où atterrir, que peut-être certaines et certains d'entre vous connaissent, qui est une initiative que je trouve intéressante. En gros, c'est une des dernières actions de Bruno Latour avant son décès. C'est donc une initiative, une sollicitation du ministère au départ pour demander comment intéresser le grand public au changement climatique, aux problématiques environnementales. Et donc concrètement, si j'ai bien tout compris, Bruno Latour est parti dans la campagne, je ne sais plus où, avec des artistes, des collègues scientifiques et philosophes. Ils ont réfléchi ensemble, ils ont constitué un dispositif qui s'appelle Où atterrir, qui a été repris par un collectif qui l'a testé en premier lieu à Bordeaux notamment, et c'était une initiative de la mairie de Bordeaux, avec des acteurs pour utiliser cet outil pour sensibiliser, permettre de dépasser le premier effet que, bon, le réchauffement climatique, presque tout le monde en a conscience, mais c'est aussi un peu paralysant de voir ça. Et en fait, l'objectif de ce dispositif, c'est trouver une lutte à chacun par laquelle commencer à lutter là-dessus. Et donc, mais c'est un dispositif complet, à la fois artistique, scientifique, philosophique et du coup politique. Et un peu spirituel aussi. Oui, c'est vrai. Et donc, qui vient impliquer le corps des gens, etc. Et donc, c'est un travail très intéressant, mais qui qui peut constituer aussi un outil politique. Merci beaucoup. Je vais vous proposer pareil de prendre une série de questions sur ce que vient de dire Johanna. Après, je sais que nous serons là depuis 45 minutes, que certaines se faufilent en douce pour aller écouter l'explication de texte de Médine. Donc 3-4 questions, puis une petite pause, et on prendra ensuite la deuxième partie, dont la partie de débat. Madame, avec qui j'ai dit, ensuite Oulf, ensuite ici, et après... Ensuite Madame, et Monsieur qui avait levé la main en premier, comme ça je... Je ne suis pas une scientifique, j'étais une intervenante sociale très longtemps. Et c'est vrai que pour moi, les sciences dures étaient plus proches de l'attitude ingénieur, même s'il y avait une part de recherche, et il y avait ce qu'on appelle les sciences molles, dont moi je suis issue des sciences sociales et humaines.
Et par rapport à ça, donc à Strasbourg par exemple, il y avait un colloque, le Forum bioéthique. Il a été beaucoup traité du déni. Il a beaucoup été traité aussi de l'éco-anxiété. J'ai un peu fréquenté des groupes de jeunes alternatifs écolos, pas encartés parce que anti-politique, et qui eux souffrent beaucoup d'éco-anxiété. Et ce qu'on peut comprendre, ça m'a beaucoup interrogé. Il y a aussi l'écoféminisme qui a traversé ma famille, qui va pas forcer. On peut s'arrêter là. Oui, bon, d'accord, ok. Donc, excusez-moi. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a ces questions-là qui sont de l'ordre du doute aussi, parce qu'on est dans les sciences humaines, et aussi philosophique et spirituelle. Et la culture du doute, c'est une approche assez singulière. Je pense que Bruno Latour, il l'a compris avec les exercices qu'il propose. Hein. Et notamment, c'est le mouvement Église verte qui a repris ces exercices, notamment le côté catholique. C'est très important parce que le doute, ça permet de douter et d'expérimenter et de réinterroger à partir de problématiques et d'hypothèses, ce qui est le propre de la recherche universitaire. Mais en même temps, il nous faut trouver des solutions. Et on a plein de résistances de la population, de certaines couches de population très différentes, et par l'âge et par les classes sociales, où il est difficile d'amener des idées. Et là-dessus, on n'est pas assez costaud. Parce qu'on n'est pas non plus costaud sur la notion du doute. C'est-à-dire, c'est quoi le doute? Alors bon, moi j'ai fait un peu de théologie, donc la question du doute m'a traversée fortement, parce que sinon on ne fait pas de théologie. Mais en même temps, le doute, ça se travaille. Et ça se travaille, et il se construit aussi des réponses qui ne sont pas figées, mais qui c'est plus attrait à l'expérimentation. L'expérimentation qui renvoie après de nouveau à d'autres problématiques ou à une évaluation plus élargie. Donc je pense que là, on s'éloigne complètement des sciences dures du GIEC, qui sont hyper importantes. Moi, je pensais venir et que vous allez parler de ça. Non, j'étais complètement scotché que vous parliez. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Mais c'est très important, et je pense que là-dessus, on a de quoi travailler sur le déni, sur l'éco-anxiété, sur le complotisme. Ça, c'est terrifiant, hein, parce que, voilà, c'est terminé. Merci. Deux questions qui viennent un petit peu dans la même ligne, parce que je pense que la thématique grande qui survole le tout, c'est comment est-ce qu'on construit la passerelle entre écologie scientifique d'un côté et l'écologie politique de l'autre. Donc la première chose, c'est en fait comment est-ce qu'on arrive à construire plus de pluridisciplinarité dans ce processus-là? Parce qu'en fait, les sciences dures, par exemple, j'ai un grand copain qui est disparu avec le Covid, qui était endocrinologue des insectes. Il disait, moi je sais que en fait, les néonicotinoïdes, il faut les arrêter. Mais moi, je ne viens pas de ce corpus qui donne des clés de lecture pour réorganiser la branche d'agriculture. Ça, c'est un autre corpus scientifique qui peut répondre à ça. Et donc, il faut ce dialogue-là. Et comment est-ce qu'on construit ça au niveau politique, hein, c'est-à-dire, on ne peut pas juste écouter les ingénieurs qui ne sont pas des scientifiques d'ailleurs, hein, s'ils sont formés à les sciences appliquées, hein, c'est des techniciens. Hein. Voilà, c'est ça. Je sais. Donc ça, c'est la première chose, c'est la première question, c'est comment est-ce qu'on peut agir pour justement promouvoir cette pluridisciplinarité. L'autre chose, c'est qu'en fait, l'académie est bien câblée pour nous donner un certain nombre de clés de lecture, mais par contre, on a besoin de la société civile. Et justement, ça rentre là où les sciences participatives, la recherche participative, la recherche pour et avec la société, notamment dans les territoires, pour pouvoir commencer à construire des choses de façon innovative et pertinente, qui a une traction dans le territoire en soi aussi. Donc ces deux vecteurs-là, je pense qu'au niveau de l'action politique, ils sont absolument clés. Et donc qu'est-ce qu'on fait sur ces parties-là? Je suis scientifique biologiste à l'université de Caen, et donc je voulais juste partager avec vous des expérimentations locales qui sont intéressantes, parce qu'il y a un truc qui est difficile quand on est biologiste, par exemple, et qu'on travaille sur les effets des pesticides sur la santé.
On a des amis communs avec les politiques, c'est les lobbies. Hein, et donc on ne peut pas du tout faire ce qu'on veut, on n'a pas les financements comme par hasard, nos papiers ne sont pas pris, etc. C'est quand même très difficile. Et à Caen, il existe un pôle risque qui est un pôle pluridisciplinaire avec des sociologues, des philosophes, des géographes, on a des membres du GIEC et des biologistes, et on travaille ensemble sur l'acceptabilité du risque aussi par la société. Et par ce biais-là, de fil en aiguille, ce pôle risque qui vivote depuis des années avec des enseignants-chercheurs très motivés pour le faire vivre, pas toujours entendu, mais il s'impose, et finalement, on a eu un Fab Lab qui s'est développé avec des aides de l'État et des collectivités locales à Caen, et maintenant on va travailler sur les sciences citoyennes, et on peut donner à travers tous ces rouages qui ont été créés à partir de la volonté de quelques-uns, à faire participer effectivement la société civile et à donner la parole aux citoyens et aux citoyennes dans quel monde ils veulent vivre. Et ils sont là pour poser des questions, et nous les scientifiques, on est là pour répondre à un certain nombre de questions. On est là pour réaffirmer le principe de précaution. Voilà, alors quand on fait ça, on dit oui, mais vous empêchez les choses d'avancer. Enfin, c'est très compliqué quand même, la position d'un scientifique qui réfléchit un petit peu, qui a du doute. C'est super compliqué, mais c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à des initiatives locales sur des associations comme ça qui permettent quand même de créer des liens. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire grossir tout ça ? C'est compliqué. Moi, en pataugeant comme ça, j'ai fini par demander à une amie élue comment vous faites quand vous avez une décision politique à prendre d'ordre scientifique. Elle m'a dit c'est trop compliqué, il faudrait que les scientifiques s'engagent en politique. Voilà, c'est une autre solution. J'ai fait un mandat de conseillère régionale dans l'opposition, dans une région où vraiment les sciences et tout ça, c'est ici. Enfin, franchement, le GIEC, on fait un GIEC normand parce que c'est à la mode. On fait un développement de transition écologique parce que c'est à la mode, mais ils y croient pas du tout. Enfin, c'est épouvantable. En revanche, c'est vrai que quand on prend la parole en tant que élu d'opposition avec une casquette scientifique, on n'est pas hué. Voilà. Si on n'a pas la casquette scientifique, évidemment, groupe de quelques écologistes à la région de Normandie, on se fait huer. Mais voilà, ça donne, ça aide. Et puis, alors on n'a pas forcément parole d'évangile, mais on rappelle, dans la communauté scientifique, voilà où on en est, qu'est-ce qu'on fait et tout. Donc ce côté engagez-vous qui disait, voilà, je pense que c'est aussi une bonne idée d'y aller et puis de s'investir. On a déjà beaucoup de boulot sur place en tant que scientifique, mais si on n'arrive pas à convaincre les scientifiques, il faut y aller, il faut se mettre dans l'arène. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sandrine. Hein, c'est pas facile. Gouverner avec la science, je pense qu'il y a une question qui vient avant aussi, et c'est une réflexion que j'aimerais mettre sur la table, c'est que aujourd'hui les gens qui gouvernent sont élus démocratiquement, et je pense qu'en France, on a un problème avec la science, c'est-à-dire que la science ne parvient pas forcément à la population, et donc je crois que c'est un enjeu démocratique aussi qu'on arrive à faire parvenir la science à tous les citoyens, notamment les classes les plus populaires qui sont complètement déconnectées de ces choses-là, et donc qui ne peuvent pas choisir démocratiquement, en pleine conscience, surtout avec les enjeux qu'on a et les enjeux écolos que nous on embrasse. C'est peut-être aussi là une des origines du problème, c'est qu'on a un problème avec l'enseignement des sciences en France, on le sait avec les maths, où on est dans le plus bas des classements, et je pense que c'est une question que les écolos, donc, on devrait prendre à plein bras, et aussi nos élus devraient porter ça, c'est faire venir la science aux citoyens, leur donner le pouvoir de choisir concrètement pour avoir une décision éclairée de nos gouvernants par les faits scientifiques, pour qu'on puisse gouverner aussi avec la science. Nous, on s'était posé la question, pour réagir sur ce que tu viens de dire, sur le titre de l'atelier. Parce qu'au départ, j'avais écrit un peu trop vite, « Gouverner par la science ». Alors, et j'ai été rattrapée au col par un certain nombre de personnes ici présentes dans la pièce, en mode « Tu es sûr qu'on gouverne par la science ?» Non, on gouverne avec.
Et justement, accompagner, respecter chacun des rôles sans empiéter, c'était aussi l'un des enjeux de la discussion. Ce que je voulais dire, c'est, j'ai pensé, je sais pas, je connais pas votre nom, mais j'ai pensé comme vous pendant de nombreuses années, et ça m'a amené à avoir un parcours professionnel dans ce champ-là, d'amener la science aux citoyens. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait pendant des années, d'essayer d'amener la science aux citoyens, de faire en sorte que les citoyens s'intéressent à la science, etc. Donc pour les adolescents, les jeunes adultes, les étudiants, pour voilà, donc faire du périscolaire, etc. De travailler même pour les enfants avant l'apprentissage de la lecture, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout mon public cible prioritaire. Ce sont les politiques en fait, parce qu'en fait, on a plein d'élus locaux, alors on ne parle pas forcément des élus nationaux, des députés, etc., mais plein d'élus locaux dans plein de collectivités qui disent il faut amener la science aux citoyens, il faut amener la science aux citoyens, et ce sont les premiers en général qui n'ont aucune culture scientifique. Et en fait, moi, maintenant c'est un peu ça que je me tourne et ce à quoi je m'intéresse, c'est qu'il y a quand même une grande partie d'élus locaux qui n'ont pas de culture scientifique, et sur un certain nombre de décisions, ben c'est assez compliqué effectivement quand on n'a pas cette culture. Je vais juste terminer sur un truc, puisque effectivement madame qui est enseignante-chercheuse à Caen, il y a des boutiques de sciences qui sont développées en France il y a, je sais pas, 40-50 ans, un concept qui demandait des quoi, pardon ? Des boutiques ? Des boutiques de sciences. Je crois que c'est scandinave. Ouais, je ne sais plus d'où ça vient exactement, mais en fait, ce sont des structures qui ont pour objet de co-construire la recherche avec les citoyens. Parce que la science participative, c'est pareil, il y a plein de degrés. On peut faire la science participative avec des gamins pour les prendre des données pour le muséum, mais on peut aussi jusqu'à co-construire un sujet de recherche avec des citoyens dans une ville. Et entre les deux, il y a tous les degrés de la science participative. Et les boutiques des sciences, pour moi, c'est le degré le plus avancé dans la co-construction de la recherche avec les citoyens. Et il y a... Non, mais c'est juste que c'est une grosse question pour moi, c'est pourquoi ce modèle-là, qui est arrivé il y a 40-50 ans, pourquoi il en est resté à 4-5 boutiques de sciences en France, et pourquoi ça n'a jamais vraiment pris. On aurait pu le concept le faire vivre, le faire évoluer autrement, et j'ai l'impression que ça n'a jamais changé. Alors, justement, ça rejoignait un peu ce que disait le jeune homme et la jeune femme derrière qui est biologiste. En fait, moi, ma question à la base, c'était comment est-ce que quand on fait partie de LV, qui est quand même un parti stéréotypé, forcément de gauche, avec qui est parfois rallié à des croyances comme, je vais vraiment dans le cliché, mais l'astrologie ou ce genre de choses, comment est-ce qu'on lutte en fait contre ça ? Contre la désinformation face à la science, contre des concepts, s'il faut les nommer, par exemple la biodynamie, ou alors dans la santé, parce que je suis de la santé, je suis étudiante en dentaire, comment est-ce qu'on lutte contre, vraiment typiquement avec le Covid, les anti-vax, comment est-ce qu'on fait pour convaincre des gens qui sont vraiment sceptiques face à la science, et du coup, est-ce que voilà, la solution c'est la vulgarisation, comme vous l'avez dit, ou alors que les scientifiques s'impliquent en politique, qu'ils se présentent. Est-ce que c'est suffisant ? Voilà, c'était ça ma question. On a l'impression que les scientifiques, c'est les gentils. La science, c'est pas du tout neutre. Vous avez tous vu l'Académie des sciences qui a été climato-sceptique pendant longtemps. Et donc, les deux sphères sont pas indépendantes, et je trouve que le politique a complètement négligé ce passage, ou en tout cas, en surface, il a négligé, mais superficiellement, enfin, je veux dire en dessous. Au contraire, il oriente la science par le financement de la recherche, qui est un thème qui intéresse peu de gens en fait, mais qui est un bon moyen d'orienter la science dans la direction qu'on veut. Donc c'est ce qu'on voit par la politique de l'innovation, qui n'intéresse pas grand monde non plus, surtout pas ELV. Donc on oriente les recherches qui sont faites sur des directions qui sont très technophiles, même trop, enfin beaucoup trop, tout ce qui est électronique, robotique, IA, etc. Et au contraire, le politique, il a un moyen d'orienter la science pour faire plus vers la transition écologique, pour orienter vers les low-tech, pour orienter vers les sciences humaines, par exemple. Et ce qu'on fait, c'est on fait émerger des espèces de stars qui font des trucs abominables. Je ne vais pas parler des gens qui sont à Marseille, mais c'était le point Covid. Et ça, je trouve que les politiques ne s'intéressent pas du tout à ça. Et à contrario, pourquoi les scientifiques ne s'investissent pas en politique, je pense, c'est qu'ils n'ont pas de retour. Et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a un bypass des scientifiques par rapport aux politiques. Ils font scientifiques en rébellion, c'est-à-dire qu'ils font directement les actions, les politiques s'agressent derrière. Et voilà, il y a ce problème des politiques qui sont en relation avec des scientifiques qui n'en sont plus depuis très longtemps, par exemple le PDG du CNRS, ou des gens qui sont montés avec l'excellence, entre guillemets, donc c'est pas du tout des choses qui sont souhaitables pour un mouvement écolo. Et donc
ce problème-là de les politiques font comme si la science était neutre et en même temps ils l'orientent de la façon qu'ils veulent. Et puis à côté de ça, innovation qu'on oriente de toute façon, on essaie d'attirer des investisseurs. Donc forcément en faisant ça, on oriente la techno qui sort. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Bon, du coup, je vais essayer de répondre un peu rapidement et mes excuses pour ça, mais je pense qu'il y a... Alors d'abord, je suis d'accord avec le fait que la recherche, il y a le doute et que la science, une fois qu'elle est établie, voilà, c'est la science, en effet. Et donc c'est la démarche de recherche qui est aujourd'hui au cœur du débat. Moi, quand j'étais au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, on avait créé un programme qui s'appelait Chercheurs citoyens, qui a préfiguré une boutique des sciences. Et je parlerai après de pourquoi ça a été si compliqué. Mais en fait, ce programme Chercheurs citoyens, il fournissait, c'était un truc assez simple, il fournissait 50 000 € par an pour 3 ans à un programme qui est co-construit, enfin une question de recherche qui est co-construite entre une association et des chercheurs. Et il y a eu des résultats absolument fantastiques de ce programme, mais vraiment fantastiques. Je pourrais en parler pendant des heures, mais il y en a un par exemple, puisque j'avais commencé sur l'accompagnement du changement, qui m'a beaucoup marqué, qui venait du Secours populaire. Le Secours populaire se posait la question de savoir pourquoi, quand il distribuait des paniers de légumes, eh bien souvent il les retrouvait dans la poubelle à côté, où les gens refusaient ces paniers de légumes, alors même qu'ils avaient faim et qu'ils avaient besoin de manger. Et on a travaillé du coup sur la construction d'une question de recherche avec des chercheurs en urbanisme, en architecture, en bâtiment, etc. Et des sociologues, des ethnologues, etc. Et à la fin, il est apparu quelque chose d'assez évident quand on le formule comme ça, mais qui n'avait jamais été formulé comme ça dans la recherche, qui est que, en fait, selon la taille des placards et la taille de votre cuisine, eh bien, ça conditionne le temps du repas et particulièrement le temps de conditionnement du repas, donc le temps de préparation du repas. Et en fait, on ne peut pas demander à des gens, par exemple, de changer de régime alimentaire et d'arrêter la viande, qui est très facile à cuire, si à côté de ça, on ne leur donne pas les moyens d'avoir cette cuisine du légume, par exemple. Et ça, et donc les architectes, qui par ailleurs étaient des architectes qui fournissaient des logements sociaux, etc., nous disent, mais en fait, on n'a jamais pensé les appartements comme ça, et maintenant, on va penser les cuisines dans le cadre de la transformation écologique pour qu'il y ait des placards pour accueillir des ustensiles et un espace de cuisine qui permette de manger correctement. Mais ça a donné lieu à plein d'autres choses. Maintenant, pourquoi ça a été très difficile de transformer ce programme-là en boutique des sciences qui a vivoté à l'Université de Lille, dont j'étais vice-présidente, mais qui a, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment en mode très silencieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les chercheurs, et là ça renvoie à ce que tu disais, c'est que les chercheurs ont dit, si on répond à des questions aux citoyens, nous ne sommes plus indépendants. Et en fait, l'indépendance de la recherche, c'est sacré. Nous devons chercher sur les sujets qui sont les nôtres. Et on ne peut pas, comme ça, répondre. On n'est pas des... en fait, les citoyens n'est pas un client qui demanderait à un chercheur de répondre à sa question. Et en fait, ça a suscité énormément de conflictualité dans la recherche, le monde des chercheurs est vraiment qui refusaient cet augure-là. Et finalement, ceux qui ont le plus accepté, c'était des sciences humaines parce qu'il manquait tellement de financement que pour eux, ça a été une opportunité de trouver ça. Mais c'était aussi avant le fait que le financement de la recherche passe essentiellement, comme c'est le cas aujourd'hui, par financement de projet et non plus par financement de recherche fondamentale et des laboratoires au long cours. Et ça, je pense qu'en effet, on a quelque chose dans le politique à réfléchir sur le financement de la recherche fondamentale, financement surtout au long cours des chercheurs et non pas juste sur des projets dont il faut presque avoir le résultat avant même de commencer le projet, et de penser aussi des financements qui puissent être en lien avec des questions de société, mais pas que. Et ça, je pense que là-dessus, nous les écologistes, nous aurions beaucoup à produire et que finalement on évite un peu ce sujet. Et aujourd'hui, il faut se le dire, une grande partie de la recherche est quand même dépendante des intérêts privés, parce qu'en fait, on demande des financements, on demande une part des financements des projets de recherche à aller chercher du côté du privé, et que ça, finalement, on ne peut pas garantir une indépendance de la recherche dès lors qu'on a une telle part de financement privé dans la recherche. Répondu sur les anti-vax, mais je reviendrai peut-être après.
Parce que les antivax, c'est un sacré sujet. Ouais. Oui, alors c'est pour ça que moi je sais pas trop si je vais m'y risquer. Moi j'y reviendrai après, ça fera le buzz. Simplement, j'aurais voulu rebondir sur un élément que tu as dit, parce qu'effectivement on a un sujet sur le financement de la recherche, et en fait on s'aperçoit, et ça c'est politique, que c'est pas forcément la part du financement privé de la recherche qui augmente. Enfin, quand tu dis il y a une part du financement privé qui est importante, et en fait c'est pas forcément que le financement privé augmente, c'est plutôt que le financement public de la recherche stagne, voire réduit. Ou alors le financement public finance la recherche privée, notamment via le crédit impôt recherche, dont les effets sont contestés par beaucoup d'économistes, et qui laisse même sceptiques les pays européens autour, parce que c'est un outil, pour ceux qui ne connaissent pas, qui vient faire un crédit d'impôt pour les entreprises qui travaillent en théorie avec la recherche, mais de fait, tel qu'il est construit, il va pas du tout aller financer véritablement la recherche, il est complètement tourné autrement. Pour vous dire, moi quand je suis arrivée dans les sciences humaines et sociales, je me suis dit, bon le plus gros du financement public c'est le crédit impôt recherche, pourquoi ne pas aller le chercher pour financer les sciences humaines et sociales, en faisant des collaborations avec le privé, et notamment des associations, en tout cas celles qui payent des impôts, qui pourraient du coup bénéficier de ce financement-là. Mais en fait, il est tellement compliqué à aller chercher que c'est vraiment un financement qui est destiné aux gros industriels qui ont les experts comptables qui vont être capables d'encaisser ça. Et donc effectivement, on a un vrai sujet sur le financement de la recherche. Et à chaque fois qu'on réfléchit à des problématiques programmatique de la recherche, par exemple pour la campagne des régionales, c'est une question qu'on s'est posée. Donc très vite on est arrivé à la conclusion, comme là, qu'il faut libérer les chercheurs de ces contraintes d'appel à projet, et donc qu'il faut libérer donc de cette recherche de financement. Et puis c'était intéressant parce que dans la même réunion, on a fait ce constat, puis après on a dit oui, mais il faut les encourager à travailler sur les problématiques écologiques et sociales. Et en fait, c'est un équilibre qui est très délicat à mener. Moi, je pense, mais c'est une conviction plutôt personnelle, que en fait, effectivement, c'est en mettant en relation scientifique et société que ces thématiques-là vont pouvoir émerger. C'est en permettant de valoriser ce métier de chercheur et de chercheuse dans la société, et pas uniquement d'un point de vue très industriel, qu'on aura un levier pour à la fois libérer les chercheuses et les chercheurs, et aussi peut-être créer des motivations pour aller travailler sur des sujets d'actualité et dont on a besoin. Voilà, je suis désolée, je ne me risque pas sur le sujet des antivax, parce que c'est pas un sujet auquel j'ai suffisamment pensé. La précarité. La précarité des chercheurs, faut investir aussi. Oui, voilà. C'est ce qui empêche aussi beaucoup de personnes aussi de suivre après, faire un doctorat, de faire des choses comme ça. C'est la première question que les jeunes posent quand on est en classe, c'est pas gagner combien. Non mais c'est clair. Absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus sur la matérialité des conditions de recherche et autres. Ce que je vous propose, comme vous êtes beaucoup à vouloir participer, à nourrir ce débat, et qu'il y a plein de choses à dire, et que du coup on va garder du temps pour que nos intervenantes répondent, sinon elles vont finir frustrées et je m'en voudrais beaucoup, c'est qu'on va continuer le débat sans pause formelle dans nos échanges, mais je prends juste le temps de vous dire que vraiment, si vous voulez sortir, vous rafraîchir un instant, remplir votre gourde, etc., n'hésitez pas, on sera là quand vous reviendrez. Et puis on ne va pas louper l'occasion de s'occuper une bonne fois pour toutes entre nous de la question des antivax, et même de la question du complotisme tel qu'elle a été évoquée. C'était un peu le sens de notre première action lorsqu'on a repris la commission enseignement supérieur et recherche, de faire quelque chose sur la rigueur, sur l'écoute des communautés scientifiques, sur les conditions du débat public. Et Sandrine, je sais que tu voulais réagir sur les antivax, donc
Vas-y. Non mais enfin là-dessus, mais après j'enchaîne sur Jean Covici. Bon, alors vous êtes. Allons-y. Non mais sur les c'est pas tant sur les antivax que sur cette période de vaccination. En fait, ce qui m'avait frappé pendant cette période de Covid, c'est à quel point le comité, vous savez, Macron s'était appuyé sur un comité, je ne sais plus comment il l'avait, scientifique tout simplement, ne possédait pas au départ de sciences humaines et sociales. C'était que des sciences dures, des sciences exactes. Et en fait, ça a manqué énormément les sciences humaines et sociales dans ce comité, parce que précisément, en fait, il n'y a pas eu de réflexion sur comment faire dans une pandémie comme celle-ci pour aller chercher les gens et les convaincre de se vacciner pour le bien de tous. Et en fait, moi, j'ai été vraiment très surprise que, par exemple, un truc tout con, mais les rendez-vous étaient pris sur Doctolib, mais sauf qu'il y avait plein de gens qui n'avaient pas ni la maîtrise de l'outil suffisant pour aller sur Doctolib, ni les moyens de se déplacer vers les centres de vaccination, et que finalement ces personnes-là ont été touchées que très tardivement dans la politique de santé publique. Et en fait, je trouve qu'on a brutalisé à ce moment-là l'opinion, non pas tant par la rapidité, parce que de toute façon il fallait le faire rapidement, que par le discours qui était tenu, qui était un discours de on sait, il faut le faire, et voilà, sans se questionner sur comment ce message-là allait être reçu par les personnes, et forcément susciter aussi de la résistance au sein de la population, ce qui est évidemment normal. Et donc c'est pour ça que je dis que les sciences humaines et sociales sont absolument indispensables, c'est que là on avait une situation concrète avec une situation d'urgence, un vaccin, la science exacte, etc. Mais comme on ne s'est pas aidé des sciences humaines et sociales pour accompagner la population vers ça, ben finalement on a créé des résistances, et des résistances qui sont devenues au bout d'un moment insurmontables. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et donc là, je fais un break pour pas associer les deux, mais je voudrais juste, parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, sur le truc gouverner par la science ou gouverner avec la science. Et moi, je pense qu'on a une petite alerte là actuellement, qui est que précisément, il peut y avoir une tentation de gouverner par la science. Et pour moi, la figure de cette alerte-là, c'est Jean Covici. C'est pour ça que je reviens à Jean Covici. Parce qu'en fait, Jean Covici, c'est typiquement l'ingénieur qui sait tout et qui va gouverner par la science, et qui trouve que finalement la démocratie fait mal son boulot et tout ça, ce qui est vrai pour l'instant, ça on peut pas le nier. Mais en fait, et d'ailleurs il l'a dit dans certaines interviews, pour lui, il faudrait qu'il y ait des espèces de super ingénieurs qui sont des espèces de grands éclaireurs et qui gouvernent presque à la place du gouvernant. Et je crois même qu'il a dit à la place du gouvernant, ou du moins c'était ambigu dans ses propos. Et ça, je pense que dans la séquence d'incertitude dans laquelle nous rentrons avec le réchauffement climatique, il y a quand même un danger énorme de ce truc-là, qu'il y ait des espèces de super scientifiques qui prennent le pouvoir sur la démocratie. Et ça, je crois qu'il va falloir qu'on soit vigilant et qu'on réinvestisse la démocratie, précisément parce qu'on ne peut pas s'en passer, que c'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres, mais que là, il va falloir aussi que la démocratie évolue pour accepter et le doute, et l'incertitude, et l'angoisse, et gérer l'angoisse, parce que ces moments sont angoissants. Et que dans les moments d'angoisse, les réponses les plus simples sont souvent celles que l'on prend. Parce que dire que c'est la faute de l'étranger, par exemple, sans cibler personne, enfin vous voyez qui je cible, c'est très simple, tous nos problèmes sont résolus par ça. Il y a un grand remplacement. C'est quoi le grand remplacement? Personne ne sait, mais enfin voilà, c'est simple, c'est efficace. Donc dans cette période d'angoisse, précisément, la démocratie doit s'ouvrir à la science et doit s'ouvrir à la recherche, et y compris la recherche dans l'exercice politique. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis toujours confrontée à cette idée, parce que j'essaye, vous l'avez vu, d'ouvrir des portes, de changer un peu les codes, etc. Mais en fait, je ne peux pas m'appuyer sur une recherche établie sur qu'est-ce qui fait bouger les mentalités, qu'est-ce qui fait changer les choses. Et en fait, même dans ma pratique politique à moi, par exemple, je suis confrontée à une forme d'incertitude, et je ne suis pas accompagnée par des recherches en sciences humaines et sociales qui pourraient me dire, par exemple, en psychologie sociale, là, il va se passer ça, ou en théorie politique, ou j'en sais rien. Et en fait, ça me manque, moi, parce que là, je pense qu'on bascule aussi d'un monde politique vers un autre. Et moi, ça me manque de ne pas avoir un éclairage sur comment accompagner les gens là-dedans. Et du coup, c'est de l'expérimentation, avec parfois des trucs bien, et parfois aussi des trucs un peu moins réussis, mais parce que ça fait partie du chemin à ouvrir, à mon sens. Alors, avant d'ouvrir le large temps de débat dans lequel on va pouvoir participer toutes et tous, je
Je vais vous proposer pour le faire de poser 3 questions assez courtes à chaque fois, questions ou interventions, pour qu'à chaque fois nos intervenants puissent reprendre. Et je voulais vous donner encore 2 références et un exemple d'actualité peut-être pour nourrir nos débats. La première référence, c'est un intervenant qui a choisi d'annuler sa participation aujourd'hui, mais c'était le travail qui a été fait à Paris dans le cadre d'une mission d'information et d'évaluation. Des élus de Paris ont auditionné un certain nombre de parties prenantes, de scientifiques, pour produire un rapport intitulé « Paris à 50 degrés ». Et ça, c'est un travail d'usage scientifique et de la recherche dans la réflexion politique, dans la prospective, qui me semblait être intéressant parce que c'est une pratique politique à laquelle on va être confronté de plus en plus, y compris dans notre manière d'affronter les crises et d'essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. Le deuxième exemple, qui ne sera pas évoqué ici et maintenant, parce qu'en fait, il est évoqué dans une autre salle, c'est celui de la gestion de la plateforme programmatique des écolos dans les municipalités que nous gérons. Et là, il y a des chercheurs et des chercheuses de l'IEP de Grenoble qui ont mis en plateforme d'analyse l'ensemble des programmes des écologistes lors des dernières municipales et qui sont en train d'analyser la réalisation de ces promesses pour voir ce qu'il était possible de réaliser en termes techniques ou d'acceptabilité, pour voir ce qui fonctionne en termes de perception comme en termes de politique publique. Et donc là, c'est un accompagnement aussi très direct par la recherche pour nous donner des indications sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas et nous évaluer ce qu'on considère comme étant un succès ou un échec politique. Et la dernière chose, vous avez peut-être entendu un débat ces derniers jours sur la considération de la science par le Rassemblement national. Puisque nous avons un député du Rassemblement national qui a pointé du doigt sur une radio du service public à une heure de grande écoute l'irresponsabilité du GIEC, on en vient à parler du GIEC quand même, vous l'attendiez, qui aurait tendance à toujours trop exagérer. Et là, pour moi, ça montre quand même 2 choses. Le ressort obscurantiste au profond de l'extrême droite, qui se nourrit du complotisme par ailleurs, en plus de l'entretenir. Et la deuxième chose, dans toute la controverse que ça crée, c'est quand même ce double standard qu'on a entre les sciences dites dures, même celles qui sont devenues les plus politiques, comme les résultats des synthèses du GIEC, versus les sciences humaines et sociales. Parce que le fait que ce que raconte le Rassemblement national n'est rien qu'un tissu de mensonges, y compris sur les effets des migrations, par exemple, ça c'est attesté par les études scientifiques, historiques, sociologiques, linguistiques, économiques, depuis des décennies. Mais quand le Rassemblement national continue de porter son discours raciste et xénophobe sur l'immigration, on n'a pas un grand branle-bas de combat en disant l'extrême droite est obscurantiste parce qu'en fait les scientifiques racontent depuis des décennies qu'ils mentent sur l'immigration. Donc je crois qu'on a quand même les 2 bouts à tenir dans cette lutte contre l'obscurantisme et sur la considération du résultat scientifique, du consensus scientifique dans notre débat public. C'était la proposition d'ouverture, puisque de toute façon, la question sur comment on fait pour préserver les libertés académiques et l'indépendance de la recherche versus la planification, le financement de la recherche, je vous l'ai déjà posé. Donc, à vous les micros, série de 3 questions, ou 4, paritaires toujours, et ensuite réponse de nos intervenantes. Dans le livret qu'on a reçu, là, il y a 2 témoignages par rapport à la science. Quelqu'un qui dit un parti pour lequel je pourrais adhérer, c'est celui qui s'appuie sur la science et les rapports du GIEC et qui reste en veille et forme ses adhérentes techniquement et scientifiquement. Et un deuxième témoignage qui dit je voudrais un parti qui argumente toujours sur le fond de valeurs et de données scientifiques. Donc GIEC, OMS, PNUD. Et moi la question que je me pose c'est si des gens me disent ça lors des EPE, c'est qu'il faut qu'on ait une introspection. Et ça peut être l'occasion de le faire. Il y a même aussi, plus loin, la question de créer un conseil scientifique. Et en fait, on est en plein dans le sujet là. Mais du coup, c'est effectivement, on peut voir tout ce qui ne va pas au niveau. Le RN, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais il faut qu'on ait une introspection sur nous-mêmes aussi. Et pourquoi il y a des gens qui trouvent qu'on ne porte pas suffisamment les messages du GIEC, par exemple. D'ailleurs, le message du GIEC, c'est pas que des sciences dures. D'ailleurs, dans le groupe 3, on trouve plein de sciences humaines. Peut-être qu'il n'y en a pas assez, mais voilà. Du coup, voilà, j'aimerais qu'on aborde ce thème-là et qu'on se fasse une introspection. Moi, je crois beaucoup à ce que
à ça, à ce qu'on rapproche encore plus. Effectivement, je pense pas qu'on soit le parti le plus loin de la science et de la recherche quand même. Et d'ailleurs, les questions que tu as posées au départ le prouvent bien quand on voit qui est dans cette salle aujourd'hui. Mais effectivement, je pense que ce sont des liens qu'on pourrait encore plus cultiver. C'est pour ça que je vous enjoins le plus possible à aller vers les chercheuses et les chercheurs autour de vous. Et alors effectivement, on a beaucoup parlé des sciences humaines et sociales, mais aussi dans d'autres disciplines, parce que ces chercheurs et ces chercheuses, ils ont aussi pour beaucoup un regard critique sur leur activité, même s'ils ne sont pas forcément militants. Donc je pense qu'en tant que militant, faire ce lien avec les chercheurs aussi en arts, lettres et langues qui peuvent trouver des solutions nouvelles, mais aussi en sciences de l'ingénieur, honnêtement, qui même si ils en ont un peu pris pour leur grade aujourd'hui, ont aussi des choses à nous apporter et sont aussi critiques. Je pense qu'on l'a vu, notamment les étudiants qui sortent d'école, mais pas que. Et donc, je pense qu'il faut qu'on aille, en tant que militantes et militants, vers ce public qui peut nous aider et nous donner des éléments pour se faire entendre et essayer de dire les choses, de dire des choses qui soient le plus vraies scientifiquement possible tout le temps. Après, les étudiants des écoles d'ingénieurs qui ont eu des discours hyper intéressants là, lors de la remise de diplôme et qui sont des formes de désobéissants en fait à l'intérieur de leurs écoles, ont quand même subi visiblement l'opprobre très fort de leur communauté. C'est-à-dire que c'était pas si simple que ça de le faire. Donc tu as raison, il faut aller chercher ces étudiants-là. Mais avant qu'ils soient rattrapés par... Non, mais parce que je pense, visiblement, je pense à ceux d'AgroParisTech là, qui ont eu vraiment beaucoup de critiques après. Et donc, ouais, je pense qu'il y a quand même quelque chose à aller travailler et à aller chercher, des fils à tirer. Alors, le monsieur derrière Ulf. Gouverné par la science, c'est gouverner... voilà, ça s'appelle le scientisme. Hein, c'est la posture d'Auguste Comte, c'est-à-dire les chercheurs doivent être en haut, puis ils vont décider, pas besoin de démocratie, ils vont rationnellement décider pour les autres. Ça, c'est effectivement très dangereux. Et quand on parle d'amener la science aux citoyens, moi, ça me fait peur. Ça veut dire quoi, amener la science aux citoyens? Ça veut dire, eux, c'est des ignorants et nous, on sait. C'est vertical. Oui. Donc, par contre, ce qu'on peut amener aux citoyens, c'est la démarche scientifique. C'est pas du tout la même chose. Un des éléments très importants dont vous avez parlé au début, mais qui est un peu disparu, c'est la question du doute. La méthode scientifique, elle est faite de doute, elle est faite de débat et elle est faite de controverses. On a vécu... Hein? La vérification se fait par l'expérience quelquefois, se fait quelquefois après des dizaines d'années, comme l'a montré Thomas Kuhn. Il y a des controverses qui durent un certain temps avant d'être résolues par la réalité, en fait, par l'expérience. On a vécu avec le Covid un épisode de scientisme exacerbé, dans lequel le gouvernement, ou Emmanuel Macron concrètement, s'appuyant sur un pseudo-conseil scientifique qu'il avait nommé à sa botte, et qui représentait en partie les intérêts des laboratoires pharmaceutiques, était sommé de justifier la politique qui avait été adoptée par le gouvernement. Alors face à ça, il était particulièrement important d'organiser des débats scientifiques et des débats citoyens. Moi, j'ai été extrêmement déçu, puisque j'ai interpellé des élus de différents bords, mais aussi des Verts, puisque je suis membre des Verts depuis fort longtemps, de voir l'absence de réaction sur la nécessité d'organiser ces débats, et l'absence aussi de réaction de la part des universités. Aucune université n'a eu le courage d'organiser un débat, même académique, sur ces questions. Or, il n'y a pas que l'histoire du vaccin, il y a eu l'histoire du confinement, était-il justifié? Les masques, n'en parlons pas. Donc, toutes ces affirmations qui ont été faites en public, au nom de la science, et par certains chercheurs, comme quoi c'était ça la vérité, et il fallait le suivre, c'est ça qui alimente le doute et qui alimente le complotisme. Voilà, donc je pense que c'est important que les Verts, entre autres, aient une posture, y compris à l'Assemblée nationale, y compris dans les débats publics, en disant on ne sait pas tout. On ne sait pas tout, mais on a besoin d'entendre différents sons de cloche. J'ai entendu une ou deux fois le terme académie.
Et moi, je trouve que ça serait quand même intéressant qu'un parti comme ELV, entre autres, interroge ce que sont ces académies, ce qu'elles représentent comme valeurs, parce qu'on parlait tout à l'heure, enfin, c'est vous, je crois que vous parliez des valeurs. Moi, celle avec laquelle on s'est confronté plusieurs fois, c'est les deux, c'est l'Académie de médecine et l'Académie des sciences. L'Académie de médecine qui est formée de messieurs très âgés, quasiment pas de femmes non plus. Enfin, je veux dire, c'est carrément une caricature qui soutient, qui était absolument contre l'utilisation du cannabis comme thérapeutique, etc., etc. Et ces gens-là, c'est quand même ceux qu'on invite, que le gouvernement sollicite, etc. Et je pense qu'il y aurait peut-être aussi un questionnement à se poser sur ces organisations conservatrices, pour certaines qui ont été créées au XVIIIe siècle, au XVIIe et XVIIIe siècle, sous la volonté du roi. Donc, je sais pas, moi je pense qu'il y aura un grand ménage à faire aussi dans ce domaine-là. Ouais. C'est vrai qu'il y a des rapports de pouvoir à l'intérieur de la science. Enfin, je veux dire, on va passer particulièrement de la recherche et il y a tout rapport de domination. Et il y a du sexisme, il y a du racisme, il y a du voilà, il y a tout. Enfin, en fait, du validisme, tout. Il y a tout. Voilà. Et puis, et en effet, il y a aussi un conservatisme du milieu scientifique qui a du mal à évoluer sur des pratiques comme l'expérimentation animale. Et moi, j'ai eu un moment lunaire à l'Assemblée où est venu à l'Assemblée des gens de l'association du CNRS qui étaient en charge de diminuer la quantité d'animaux, enfin de revoir l'expérimentation animale au sein du CNRS. Et leur discours était daté d'il y a 50 ans, quoi. Enfin, c'était vraiment... Ils sont même pas bien informés de ce qui existe. Alors celui qui a parlé, parce qu'en fait, ils étaient trois et les autres bouillaient un peu à côté, donc peut-être que si les autres avaient parlé, ça aurait été un peu mieux. Mais bon, en tous les cas, voilà. Et en fait, on peut pas non plus... Et c'est en cela que je trouve que c'est compliqué. C'est que on doit avoir aussi un regard sur la manière dont se crée la science, se fabrique la science, et comment s'organisent les universités, les rapports de pouvoir, les financements. Mais c'est pas qu'une question de financement, c'est aussi une question d'organisation institutionnelle, etc. Et donc ça signifie aussi de mettre notre nez là-dedans et d'accepter qu'il puisse y avoir aussi une déconstruction de la manière dont la recherche est faite, et notamment des rapports à la fois de pouvoir, mais aussi des rapports de domination au sein des laboratoires. Enfin, une pensée pour les thésards et les thésardes quand même, qui en général sont assez exploités, et ça, je pense qu'on n'est pas allé au bout de ça. Et en fait, les chercheurs sont aussi vivent dans une société qui est structurée avec des rapports de domination, et on doit faire évoluer cela aussi à l'intérieur de la recherche. Je suis désolée, on va être trop juste en termes de temps pour les autres questions. Mais non, pas du tout. Mesdames, vraiment, vous avez été impeccables sur le timing. Vous excusez de rien. Johanna. Est-ce que tu souhaitais dire un dernier mot? Ça va, merci. Alors, je conclurai en vous disant que nous avons eu beaucoup de chance d'avoir cet atelier avec deux intervenantes. C'est une première, je pense, dans l'histoire de notre commission et du coup l'histoire du traitement de la science et de la recherche au sein de ce parti. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait le choix d'être avec nous dans cette salle sous une chaleur étouffante. Je pense que vous avez ouvert énormément de pistes de réflexion, de discussion qu'on pourra continuer lors des webinaires de la commission. Je vous invite, si vous le souhaitez, à venir ici pour laisser votre adresse email si vous souhaitez être ajouté à la boucle. Et je tiens à dire deux dernières choses concernant nos intervenantes. D'abord, que Johanna, qui est membre de la commission enseignement supérieur et recherche, qui est militante écologiste maintenant de longue date, on peut le dire, c'est la première fois qu'elle était intervenante lors des journées d'été, et elle a accepté de rendre aussi ce service à la commission. Et vraiment, merci du fond du cœur et bravo. Sandrine, qui est également militante de longue date, membre de la commission enseignement supérieur et recherche, et je pense qu'on peut le dire, mérite peut-être le titre de femme politique européenne la plus harcelée de l'histoire de l'humanité, nous fait aussi ce plaisir-là d'avoir pris le temps, parce que le rapport à la science est quand même le motif, le prétexte
d'un harcèlement et d'une forme de remise en cause de la crédibilité archi permanent, alors qu'au-delà du sérieux de ce qu'on raconte au quotidien, y compris sur les questions féministes, parce qu'il y a beaucoup de recherches sur les questions féministes, il y a aussi une réflexion sur la science en elle-même, la recherche en elle-même, et merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Bonne soirée, n'hésitez pas à venir laisser vos emails et puis à très vite. Merci.